La suite, la structure de bataille. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement dans un tour, qu'est-ce qui se passe dans les différentes phases? La structure de bataille vous donne les directives au nombre de 3. La première, c'est la phase d'initiative. C'est là où les deux joueurs vont jeter chacun un dé ou plus en fonction de comment vous voulez tirer l'initiative. Celui qui a le résultat le plus haut déterminera s'il commence en premier en prenant l'initiative ou s'il la laisse à son adversaire. En cas d'égalité, les deux joueurs jettent un dé, ils ont pareil, et du coup c'est celui qui n'avait pas l'initiative qui prend l'initiative en cas d'égalité. Donc à la phase d'initiative, ça va être important parce que du coup vous allez pouvoir activer un agent avant l'autre, etc. Donc des fois vaut mieux la laisser, des fois vaut mieux la prendre, ça déterminera surtout en fonction de la mission et des objectifs que vous aurez à réaliser. Ensuite vous avez la deuxième phase, la phase de stratégie, et celle-là elle est importante. C'est là où vous allez révéler la cible, vous avez une règle de révéler la cible, certains objectifs d'OP tactique diront révéler cet objectif au moment de révéler la cible. C'est-à-dire c'est à ce moment-là que vous devez le déclarer, parce que si vous ne le faites pas là, vous ne pourrez plus le faire durant le tour. Aussi, vous aurez des subterfuges stratégiques. C'est à cette phase-là que vous allez les jouer. C'est des subterfuges qui vont pouvoir booster vos différentes unités dans vos kill teams, qui seront propres à chacune des factions. Mais n'oubliez pas de les jouer maintenant, contrairement aux subterfuges tactiques, qui eux peuvent être joués n'importe quand. Par exemple, en subterfuge tactique dans le livre de base, vous avez le subterfuge tactique relance de commandement. Pour un PC, vous pouvez relancer un de vos dés d'attaque ou de défense. Vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez, tant que vous aurez des PC. Et les PC, justement, vous en générez, dès lors que vous avez un leader dans votre kill team, vous générez 2 PC avant le début de la bataille. Et vous générez un PC au début de chacun des rounds, donc à chaque phase stratégique, vous générez d'abord un PC en plus, donc vous commencez systématiquement avec 3 points de commandement au début d'une partie tant que vous avez un leader. Sinon, vous gagnez 1 point à chaque tour, un PC que vous pourrez dépenser en subterfuge stratégique ou en subterfuge tactique. Donc, ensuite, vous aurez la phase d'affrontement, et la phase d'affrontement, elle a son importance, parce que, on va le voir dans le détail, si vous avez au premier tour l'initiative, le défenseur va placer toutes ses figurines avec ses différents ordres, qu'on verra dans le détail. Ensuite, l'attaquant fait de même. Au premier tour, les ordres sont figés. L'ordre que vous avez donné à votre agent restera cet ordre durant le premier tour. Mais à partir du deuxième tour, à la phase d'affrontement, les deux joueurs révèlent leur token, donc ils mettent leurs agents en dit actif, et à partir de là, vous pourrez modifier votre ordre de votre figurine au début du tour, dès que vous allez l'activer. C'est-à-dire si elle était en dissimulation, vous révélez les tokens partout, et au moment d'activer cet agent, vous pourrez laisser en dissimulation ou lui donner l'ordre d'engagement. Mais ça, on le verra dans le détail sur un petit didacticiel plus précis. Exemple type d'un tour. Au début du tour, vous avez la phase d'initiative. Les deux joueurs jettent donc un dé. Le joueur fait un 4, l'autre fait un 3. C'est donc à ce joueur de décider s'il prend l'initiative ou pas à ce tour. S'il prend l'initiative, on place le petit token d'initiative afin de ne pas oublier que c'est ce joueur qui l'aura pour l'intégralité du tour. Ensuite, il y a la phase, justement, de stratégie, où le joueur va décider, en premier par celui qui a l'initiative, s'il utilise un subterfuge stratégique ou pas. S'il n'en utilise pas, son adversaire décide d'en utiliser un ou pas. Si les deux n'en font pas, c'est terminé. Vous avez donc l'étape ensuite, révéler la cible. Si vous avez des objectifs secondaires à jouer avec cette caractéristique-là, c'est à ce moment-là que vous les jouez, tels que vos tactiques de subterfuge stratégique. Ensuite, vous passez à la phase d'affrontement, et à la phase d'affrontement, on retourne les tokens pour dire que les agents deviennent des agents actifs. Ensuite, c'est le joueur qui a l'initiative qui va décider en premier ce qu'il va faire. Donc par exemple, ce joueur pourrait très bien dire « Eh ben, je vais commencer par agir avec cet agent en lui donnant un ordre de dissimulation. » C'est à ce moment-là, une fois seulement que vous utilisez votre agent, que vous l'activez, que vous décidez si vous lui mettez l'ordre de dissimulation ou l'ordre d'engagement.
On va aborder maintenant les différentes actions possibles que vous pouvez faire avec vos figurines. Dans un premier temps, pour un point d'action, vous pouvez faire ce qu'on appelle un mouvement normal. Petit aparté, si on vous demande la portée d'engagement d'une figurine, c'est tout simplement la zone de 1 pouce située tout autour de celle-ci. Dans le cas de mon mouvement normal me permet de passer entre les figurines, mais ne me permet pas de les traverser. Seule la règle vol permet à une figurine de pouvoir traverser ses alliés au niveau de son mouvement. Donc pour le cas d'une Battle Sister, elle a un mouvement de 3 ronds blancs. Elle peut donc faire un premier mouvement, un deuxième mouvement, et je peux très bien, rappelez-vous, segmenter le mouvement en un mouvement ici et un mouvement là. J'ai fait mon mouvement normal avec ma figurine, à savoir que vous ne pouvez pas accomplir une action de mouvement normal autour duquel vous avez accompli l'action battre en retraite ou charger, que l'on va le voir juste après. Deuxième action possible, une charge pour un point d'action. Elle respecte les mêmes règles que le mouvement normal, c'est juste que vous allez rajouter un rond blanc à votre distance de charge. Par exemple, ici, vous avez votre d'épaisseur, il a 2 ronds blancs de mouvement, donc sa charge lui permettra d'aller jusqu'à 6 pouces. Si on mesure, 6 pouces, c'est un octogone rouge, et il doit finir à portée d'engagement d'un adversaire. Donc là, il ne pourrait par exemple pas charger la figurine située juste au bout. Son mouvement de charge pourrait donc l'amener au contact de la Battle Sister ici, ou de celle-ci. Il n'a pas besoin de jeter des dés, c'est simplement sa distance qui doit l'amener à moins de 1 pouce de la portée d'engagement de sa cible. Donc il pourrait aller charger ici, il pourrait aller charger ici, ou il pourrait même se situer entre les deux et décider de charger les deux figurines en même temps. Vous ne pouvez pas faire une action de charge si vous avez fait un mouvement normal au préalable, sprinté ou battu en retraite. Dans le cas où votre Sista est ici et votre Flayed One est ici, il pourrait très bien décider de charger directement cette Sister, parce que, dans son mouvement, étant donné que cette Battle Sister est engagée avec ce Necron et celle-ci avec celui-là, ça lui permet de passer à travers les zones d'engagement pour se retrouver au contact du corps à corps de la dernière Battle Sister au bout. Voilà pour les charges, on aborde battre en retraite. Battre en retraite. Le Flayed One ici, il est en mauvaise position. Il a raté son corps à corps et maintenant il a envie de se faire la malle. Du coup, il peut battre en retraite. Un battre en retraite, c'est un mouvement normal qui peut être accompli par votre agent. Il ne peut accomplir cette action que s'il est à portée d'engagement d'un agent ennemi. C'est-à-dire que là, il est à portée d'engagement de cette Battle Sister, mais également celle d'à côté. Il peut se déplacer à portée d'engagement d'agent ennemi, mais ne peut pas terminer ce mouvement à portée d'engagement d'un agent ennemi. C'est un peu farfelu dans les règles, mais tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il bat en retraite, il peut faire un mouvement normal, c'est-à-dire dans le cas du Flayed One, 2 ronds blancs pour se barrer, mais c'est juste que s'il se barre, il ne peut pas rester à portée d'engagement d'une autre figurine, il est obligé d'être seul, sans être à portée d'engagement d'une figurine ennemie. Un agent ne peut pas accomplir l'action battre en retraite s'il a déjà fait l'action mouvement normal ou chargé à ce tour. Donc battre en retraite va vous permettre de sortir d'un corps à corps dans lequel vous n'êtes pas dans une bonne position, mais n'oubliez pas, vous devez finir ce mouvement hors de portée d'engagement des figurines ennemies. Durant votre mouvement normal, vous pouvez traverser des zones d'engagement ennemis, mais il faut qu'à la fin de celui-ci, vous soyez totalement démarqué de ces derniers. Pour un point d'action, vous pouvez faire l'action sprinter. Le battre en retraite coûtait quant à lui 2 points d'action. Pour sprinter, c'est tout simple, ça suit les mêmes règles que les mouvements normaux, sauf que vous bougez de 3 pouces. Donc là, mon Deathmark veut sprinter, hop, il bouge de 3 pouces, et mon sprint est effectué. Vous ne pouvez juste pas effectuer une action de sprint au cours d'un tour durant lequel vous avez accompli une action chargée. Nouvelle action. Pour un point d'action, vous pouvez faire une action très simple, c'est-à-dire passer votre tour. Vous pouvez donc dire votre agent, il n'a plus envie de faire autre chose, il lui reste des points d'action, et bien ma Battle Sister, elle ne fait tout simplement rien. Action tirée en état d'alerte. Ça coûte 0 point d'action.
Comment s'effectue un tir en état d'alerte? C'est très simple. Imaginons que la Battle Sister ici fait ses actions de tir. Une fois qu'elle a fini, on met le token comme quoi l'agent a été activé. C'est au tour du guerrier immortel Nécron de tirer. Il fait ses actions de tir, il a terminé. C'est ensuite au tour de cette Battle Sister, elle est activée. Puis c'est au tour du Nécron ici de s'activer. Il tire, hop, il est activé. Ensuite, la Battle Sister ici va tirer. À partir de ce moment-là, vous vous rendez compte que le Nécron n'a plus personne pour pouvoir tirer. Par contre, il reste encore une Battle Sister qui doit tirer. Du coup, l'état d'alerte, c'est dès lors qu'une figurine, et c'est important, a un pion d'engagement, il ne peut pas le faire s'il n'est pas en engagement, il peut sélectionner le joueur une de ses figurines pour faire un tir en état d'alerte. Une figurine ne peut faire qu'un seul tir en état d'alerte à chaque tour. Donc par exemple, là, le guerrier Nécron devrait encore pouvoir activer une figurine car derrière, son adversaire en a encore une activée. Il pourrait donc par exemple faire un tir avec son Deathmark. L'agent a donc fini de faire son tir en état d'alerte. L'état d'alerte, il est résolu avec une capacité de -1, c'est-à-dire que au lieu de toucher sur 2+, il toucherait sur 3+, par exemple, etc., etc. Du coup, ensuite, c'est au tour de la Battle Sister de s'activer, de faire son tir, et à partir de là, il n'y a plus de figurines à jouer derrière chez les Battle Sisters, donc plus d'autres tirs en état d'alerte possibles. Donc gardez bien en tête que vous ne faites un tir en état d'alerte déjà que avec une figurine qui a un pion d'ordre d'engagement, et qu'il faut que votre adversaire ait encore des figurines à activer derrière. À partir de là, vous êtes éligible pour tirer gratuitement une fois avec une de vos figurines en état d'alerte. Si votre adversaire a d'autres activations derrière, vous pouvez faire un état d'alerte, mais alors avec une autre figurine, tout simplement. La dernière action, ça va être une action ramassée. Dans le cas par exemple de l'immortel, ceci est un objectif de mission. Pour ramasser, il faut être à moins d'1 pouce de cet objectif de mission. Donc imaginons que le guerrier immortel fait son mouvement de 2 et de 2. Il a fait première action, un mouvement, deuxième action, il fait ramasser ce pion. Ça aura des influences notamment au niveau des missions, où vous aurez toujours des objectifs dans certaines de celles-ci, où ils vous diront ramasser cet objectif, etc., etc. Donc, pour pouvoir ramasser un objectif, il ne faut pas être à portée d'engagement d'un ennemi à 1 pouce, il faut donc être libre de tout engagement pour pouvoir utiliser cette action qui coûte 1 point d'action. Avant d'aborder le fait de pouvoir tirer avec une figurine, il est à noter que si votre figurine est en ordre de dissimulation, elle ne pourra pas tirer ou charger à ce tour. Il faut que votre figurine soit en ordre d'engagement pour être éligible afin de pouvoir tirer ou charger lors de celui-ci. Nouvelle action disponible pour une figurine, le tir. Le tir se décortique en plusieurs phases. Première chose, vous choisissez une arme de tir. Donc imaginons là que c'est notre Skitarii ici, notre patrouilleur Skitarii mitrailleur, qui va pouvoir tirer avec son tromblon à plasma en mode standard. Le tromblon à plasma lui permet de tirer avec 4 dés et toucher à 3+. Il va donc jeter ses dés. Il va nous faire 5, 6, 4 et 3. Ça veut dire que sur l'ensemble de ces dés, il aura réussi une touche critique et 3 touches normales. Si je regarde l'arme dont est équipé le Skitarii patrouilleur, il a une arme avec la règle PA1. Cela veut dire que le Drukhari, qui devrait avoir 3 dés de sauvegarde ici, aura 1 dé en moins de sauvegarde et ne pourra donc sauvegarder qu'avec 2 de ses dés de défense. Ensuite, je regarde la suite du tir. Bien sûr, de base, il faut que la cible sur laquelle vous tiriez puisse être valide. Pour cela, on va l'aborder dans le détail, plutôt dans la partie découvert, qui vous diront un peu plus en détail comment on effectue tout ça. Donc là, vous avez une touche critique, 3 touches normales. Maintenant que les touches sont effectuées du côté de l'attaquant, c'est à l'adversaire de faire son choix. Ici, j'ai 2 jets de sauvegarde, et mon guerrier Kabbalite a une sauvegarde de 4+. Je jette donc mes dés. Je n'en ai réussi aucun. Imaginons j'aurais réussi 2 saves normales. Avec 2 sauvegardes normales, je peux annuler une sauvegarde critique, uniquement dans ce sens.
Ou sinon, il n'y a qu'avec une critique que j'aurais pu annuler une critique. Les sauvegardes normales, quant à elles, peuvent, pour chaque sauvegarde normale, annuler une sauvegarde normale. Dans ce cas-là, je n'en ai réussi aucune. Cela veut dire que je vais prendre 3 G de touche normale et 1 G de touche critique. Dans le cas du tromblon à plasma, vous verrez que ça ne pardonne pas, puisque ça fait 5 dégâts pour chaque dégâts normaux, donc déjà 15 points de dégâts, et 6 dégâts pour le dégât critique. Donc là, vous aurez compris, avec 8 points de vie, mon Kabali-Tessie est simplement mort. Il est à noter que dans le cas de tir, vous aurez des armes qui feront des blessures mortelles. Les blessures mortelles ne peuvent pas être sauvegardées par quoi que ce soit, hormis des figurines qui ont des règles spéciales telles que les véroleux, avec par exemple l'affreusement résistant qui dit que à la place, au moment où vous allez perdre un point de vie, vous pouvez sur 5+, annuler la perte de ce point de vie. Parce que la blessure mortelle, vous allez la subir avant que votre adversaire fasse ses jets défense. En gros, dès que vous chopez de la mortelle, vous les infligez immédiatement à votre adversaire, et ensuite, vous passez au reste. Donc voilà, pour une attaque de tir résolue, on passe à la suite. Même topo que pour le tir, il n'y a qu'une figurine avec un ordre d'engagement qui peut faire une charge ou tirer. Vous pouvez charger n'importe quelle figurine du moment que vous finissez à portée d'engagement de cette dernière, qu'elle soit dissimulée ou non. Vous devez simplement vous assurer que votre charge vous permet de vous engager avec votre adversaire. Dans ce cas-là, le Flayed One arrive pour une action à aller chez son adversaire à portée d'engagement et ensuite peut claquer sa fameuse action pour faire un combattre. Combattre, c'est quoi? Combattre, vous choisissez une cible visible et valide, donc en l'occurrence le patrouilleur Skitari, et ensuite vous choisissez une arme de mêlée. Petit aparté, si vous avez une autre figurine engagée à ce corps à corps, c'est ce qu'on appelle un soutien en combat. Lorsqu'un agent combat en mêlée, pour chaque autre ami qui le soutient dans ce combat, vous améliorez de 1 la capacité de combat des armes de mêlée dont il est équipé. Pour qu'un agent ami le soutienne, il doit être à portée d'engagement de l'agent ennemi impliqué dans ce combat, sans être à portée d'engagement d'un tout autre ennemi. Donc là, dans ce cas-là, votre Flayed One, il est au corps à corps, contre le Skitari patrouilleur. Il va donc regarder les armes qu'il a. Si vous avez plusieurs cibles au corps à corps, vous ne pouvez pas répartir les cibles. Vous devez choisir une cible sur laquelle vous allez donner vos attaques. Dans ce cas-là, j'ai des griffes de dépeceur. Mes griffes de dépeceur me donnent 5 attaques à 3+. À ce moment-là, c'est important de comprendre que c'est fondamentalement différent au niveau du tir et du corps à corps. Là, je vais jeter mes dés, mais mon adversaire va également jeter ses dés en même temps. Je jette donc mes jets pour mon dépeceur, j'en rate 2, et j'en réussis 3. Dans ces 3, je n'ai aucune blessure critique. Pour le tutoriel, nous allons imaginer que nous avons une blessure critique qui passe, et 2 normales. Ensuite, c'est à mon adversaire de jeter ses dés. Là, en l'occurrence, nous avons un patrouilleur Skitari qui peut jeter avec sa crosse 3 dés d'attaque. Le patrouilleur Skitari arrive uniquement à faire une réussite à 4+, et les 2 autres sont défaussés. Dès lors, on va rentrer en opposition avec les jets de l'attaquant d'un côté et les jets du défenseur de l'autre. L'attaquant choisit en premier qu'est-ce qu'il va faire comme attaque. Soit il fait frapper, et dans ce cas il lui inflige directement les dégâts requis, soit il fait parer, et du coup il retire une attaque à l'adversaire. Par exemple, imaginons le cas où le Skitari avait une critique et une normale, le Flayed One décide en premier en tant qu'attaquant de dire première chose, il part avec une critique. Si vous parez avec une critique, vous retirez une critique. Ensuite, c'est au défenseur de choisir qu'est-ce qu'il va faire comme action. Si le défenseur dit je fais une parade en normal, il annule donc une parade normale à son adversaire, une touche normale. Il reste donc plus qu'une attaque normale au Flayed One. Son adversaire n'a plus de dés de défense. Du coup, inutile de faire une parade pour rien, il va lui infliger des dégâts. Étant donné que c'est une attaque normale, dans le cas des griffes de dépeceur, elles font 3 dégâts. Elle pourra donc retirer 3 points de vie à son adversaire. À savoir, pour l'exemple des griffes de dépeceur, nous avons la règle perforant.
La règle perforant, c'est tout simplement que si vous avez au moins un critique parmi vos jets de dés, vous pouvez transformer un dégât normal en critique. Voilà pour la petite aparté de la règle perforant, et ça clôt notre simulation pour combattre. Vous aurez beau les chérir plus que tout au monde et les peindre de la meilleure des manières, dès lors que votre figurine perd plus de la moitié de ses points de vie, elle devient blessée. Dès lors que votre figurine est blessée, vous réduisez de 1 la capacité, un rond blanc, la capacité de mouvement de votre figurine, et vous dégradez de 1 sa capacité de tir et de combat. C'est-à-dire qu'au tir ou au combat, si elle touchait sur 3+, elle touchera sur 4+. Je vous conseille vivement de mettre un dé avec le nombre de points de vie restants à côté de vos figurines, pour que vous ou votre adversaire puissiez à n'importe quel moment voir combien il reste de points de vie à celle-ci. Des figurines telles que les Nécrons peuvent récupérer 2 points de vie. Cela dit, ils ne peuvent pas récupérer plus de points de vie qu'ils n'en ont de base sur leur fiche. Vous aurez certains objectifs OP tactiques qui demanderont à neutraliser un ennemi. Neutraliser, c'est tout simple, c'est dès lors que la figurine a perdu son dernier point de vie, cet agent est retiré du champ de bataille et elle est donc considérée comme neutralisée. Cas spécifique pour contrôler les marqueurs et les pions d'objectif. Sur l'objectif, vous devez contrôler à 2 pouces de celui-ci. Donc là, tout le monde est à portée de l'objectif pour pouvoir le contrôler. Sauf qu'un objectif ou un marqueur, ça marche de la même manière, n'est contrôlé que par la kill team qui possède le plus de points d'action sur ce point. Là, nous avons 2 sistas qui ont 2 points d'action chacune, ce qui veut dire que de leur côté, elles ont 4 points d'action pour prendre le pion. Sauf que de l'autre côté, nous avons 2 Deathwatch qui chacun ont 3 points d'action. Donc ça veut dire que nous avons une majorité en termes de points d'action du côté de la Deathwatch. C'est donc eux qui contrôleront cet objectif. Dès lors que vous aurez une mission où vous avez un agent qui peut porter un pion d'objectif, on considère qu'il est toujours en contrôle de celui-ci, qu'importe où il se situe. Sauf mention contraire, lorsque vous placez ou mesurez les distances vers un pion d'objectif ou un marqueur, vous mesurez toujours depuis son centre. Abordons le point fatidique où nous sommes tous tombés en PLS à la première lecture du livre de règles, les lignes de vue. Qu'est-ce qu'une ligne de vue? Déjà clarifions cela ensemble. Vous pouvez tirer une ligne imaginaire non masquée, appelée ligne de visibilité, de 1 mm d'épaisseur depuis la tête de la figurine de l'agent actif jusqu'à n'importe quelle partie de la figurine de la cible envisagée, pas son socle. En français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette sista tire sur le Deathmark là derrière, sa ligne de vue, ça va être celle que vous voyez avec le laser. C'est-à-dire que je peux tracer une ligne de vue conique, c'est important de le dire, de la base de son socle vers mon point de 1 mm sur ma figurine. À partir de là, je dois regarder le décor de mon terrain en 2D uniquement en vue de dessus. Et en vue de dessus, je vais regarder par exemple que sur mon tir de ma sista, on va passer ce tir à travers un décor. L'établissement des décors est primordial avant le début de partie. Vous devrez déterminer si ce sont des décors de type léger, si ce sont des décors de type traversable, insignifiant, lourd ou de type promontoire comme celui-ci, mais on va venir dans le détail juste après. La figurine est en ligne de vue, elle a un ordre d'engagement. Une figurine qui a un ordre d'engagement est dans la ligne de vue d'un agent actif que si elle est visible et si elle n'est pas masquée. Pour être masquée, soyez très clair là-dessus, masqué est fourni par un élément de décor. Par exemple, si j'ai déterminé au début de la partie que cet élément de décor était un décor léger, il n'est donc pas un décor masquant. Par contre, si je détermine que c'est un décor lourd, le décor lourd possède le trait masquant. À partir de là, si la figurine est à plus de rond blanc ou 2 pouces, pour ceux qui veulent le dire en mesure, s'il est à plus de 2 pouces sur la ligne de tir entre moi et la cible que je veux avoir, alors cette figurine est considérée comme masquée, parce qu'elle est à plus de 2 pouces d'un décor masquant passant sur la ligne de vue. Cela dit, deuxième cas, si ma Battle Sister est collée à ce décor, à moins d'1 pouce de celui-ci,
Je tire donc une ligne de vue d'aile vers le Deathmark. Il y a beau avoir un décor lourd masquant sur le chemin, je suis à moins d'1 pouce de celui-ci, donc je ne considère pas ce décor comme étant masquant. Du coup, mon Deathmark situé ici est une cible éligible à mon tir. Autre situation, ma Battle Sister là en bas souhaiterait pouvoir tirer sur le Flayed One situé ici. Le Flayed One en question a l'ordre de dissimulation. La cible envisagée a un ordre de dissimulation, elle est donc dans la ligne de vue de l'agent si elle est visible, elle n'est pas masquée et elle n'est pas couverte. Abordons les 3 points dans l'ordre. Elle est visible, oui, je peux tracer une ligne de vue depuis ma tête jusqu'à ma figurine adverse. Est-ce qu'elle est masquée? Ce décor n'est pas un élément masquant dans ce cas-là, donc non, elle n'est pas masquée. Et ensuite, est-ce qu'elle est à couvert? Et là, c'est à partir de là que l'ordre de dissimulation va pouvoir faire son effet, puisque si votre figurine a un ordre de dissimulation et qu'elle a 1 pouce d'un couvert de type lourd, léger ou autre, dans ce cas, on considère que cette figurine se met à couvert et n'est donc pas éligible. Donc, la figurine Battle Sister ici ne peut pas tracer de ligne de vue sur ce Flayed One là, car il est à moins d'1 pouce d'un couvert. Par contre, si ce même Flayed One est à plus d'1 pouce du couvert, il aura beau avoir la règle, l'ordre de dissimulation, il pourra quand même être visible de la Battle Sister, car il ne sera pas à ces fameux 1 pouce de la barricade. À partir de là, abordons donc le couvert. Qu'est-ce qu'un couvert? Pour qu'une figurine bénéficie d'un couvert, elle doit être à plus de 2 pouces de l'agent actif qui lui tire dessus. En l'occurrence, là, le Flayed One est à plus de 2 pouces de la Battle Sister qui va lui tirer dessus. Et cet agent est tout simplement situé à 1 pouce d'un décor qui peut lui fournir un couvert. Donc là, dans cette situation-là, la Battle Sister a une ligne de vue, elle peut lui tirer dessus, c'est simplement que cet agent est à 1 pouce de ce couvert, il aura donc un bonus de couvert. Le bonus de couvert, c'est quoi? C'est tout simplement à l'étape de jeter les dés de défense, si vous êtes à couvert, vous pouvez automatiquement, avant de jeter les dés, dire un de mes dés est tout de suite une réussite normale. Ensuite, n'oubliez pas ce qu'on a appelé la ligne de Merco alias la ligne de baise. Si vous êtes à plus d'1 pouce de la barricade, vous n'avez donc pas le couvert, et si ce couvert était masquant et que vous n'étiez pas à moins d'1 pouce de celui-ci, ni à plus de 2 pouces de celui-ci, vous êtes donc dans le no man's land, c'est-à-dire vous n'êtes pas plus loin de 2 pouces que le décor pour être masqué, et vous n'êtes pas à moins d'1 pouce de celui-ci pour être à couvert. Donc méfiez-vous au niveau du placement, cette ligne de baise, elle vous empêche d'avoir un couvert et d'être masqué, donc méfiez-vous. Dans le cas où 2 figurines sont à moins de 2 pouces l'une d'elles, on n'applique tout simplement aucun modificateur, puisque là, la portée est tellement rapprochée que les 2 figurines vont bien sûr pouvoir se tirer dessus. Attention toutefois aux agents qui sont dissimulés, car là, même si vous êtes à 1 pouce d'un décor qui vous permettrait d'être complètement camouflé, il ne faut pas oublier les agents qui peuvent être sur des promontoires. Si l'agent sur un promontoire est à 2 pouces plus haut, au moins 2 pouces plus haut que la cible, alors, du coup, l'agent qui est en dissimulation ne peut pas l'être. La règle dit tout simplement, chaque fois qu'un agent sur un promontoire effectue une attaque de tir, les agents ennemis ayant un ordre de dissimulation qui sont à couvert, fournis par un terrain léger ou autre, et sont à moins de 2 pouces plus bas que lui, sont considérés comme ayant l'ordre d'engagement pour cette attaque à la place. Donc cela veut dire que votre figurine a beau être en ordre dissimulation, au moment de ce tir, pour un agent situé sur un promontoire 2 pouces plus haut, vous êtes considéré comme ayant un ordre d'engagement. Chaque fois qu'on effectue une attaque de tir contre un agent sur un promontoire, par contre, pour l'attaque de tir, l'agent ne peut pas utiliser le sol du promontoire comme couvert pour être masqué, et l'agent ne peut pas utiliser de parties de l'élément de terrain du promontoire qui sont plus basses que lui comme couvert pour être masqué. À la place, l'agent doit utiliser des parties qui sont à la même hauteur ou plus hautes que lui comme rempart sur le promontoire. Donc dans ce cas-là, si je tire sur l'agent sur le promontoire, il n'a tout simplement aucun couvert. Il faudrait que j'ai au moins une barricade qui soit au moins aussi haute que lui pour pouvoir bénéficier d'un couvert.
Il y a donc un avantage à être sur un promontoire, mais ciblez bien votre poste de sniping, car le retour peut faire très mal aussi. Très important, mettez-vous au clair avec votre adversaire quand vous composez votre kill zone afin de donner les traits de caractéristiques à vos différents décors. Par exemple, on pourrait déterminer que ce décor serait de type lourd. Dans ce cas, il fournit un couvert et c'est un élément de type masquant. On peut ensuite avoir des décors de type léger, qui eux fournissent un couvert, sauf mention contraire, par exemple les promontoires. Pour les promontoires, par exemple, on peut déterminer que ce décor qui est lourd a cette surface là-haut qui serait un promontoire. Et dans ce cas, on utiliserait la règle comme on l'a vu à la phase précédente. On va avoir des décors de type traversable. Le décor de type traversable, justement, permet d'utiliser la règle traversée. Ça veut dire que quand un agent va faire un mouvement, vous retirez tout de suite un rond blanc à sa caractéristique de mouvement. Dans le cas d'une Battle Sister, le fait qu'elle veuille traverser ce décor fait que sur ces 3 ronds blancs de mouvement, il n'y en reste plus que 2, donc son mouvement total ne pourrait être que de 2 ronds blancs. C'est important de le prendre en compte et de ne pas grappiller des pouces gratuitement. Ensuite, vous aurez des décors de type traversable, qu'on a vu juste ici, et on aura des types barricades également. Les barricades, généralement, font 2 pouces de large sur 1 pouce de haut et sont des éléments de terrain qui sont légers et traversables. Le dernier élément de décor, ce sont des décors insignifiants. Cela, aucun problème. Un décor insignifiant n'agit en rien et ne met aucun bonus ou malus dans les mouvements d'un agent qui tente de le traverser. Quand est-ce qu'une figurine peut sauter? C'est tout simple, il faut que les 2 éléments de décor, celui duquel elle part et celui où elle arrive, soient au maximum séparés de 3 pouces de manière horizontale et de 2 pouces de manière verticale. À partir de ce moment-là, si votre figurine est à au moins 1 pouce du bord de là où elle veut sauter, elle peut donc tenter de faire un saut. Vous jetez d'abord un dé, si vous faites 2 ou plus, votre saut est réussi, et vous pouvez déplacer votre figurine sur l'autre partie en déduisant la distance horizontale, donc dans ce cas-là 3 pouces, que votre figurine a parcouru. Dans ce cas-là, votre agent a réussi à sauter. Il est à noter que si un agent souhaite simplement monter ou descendre d'un élément de terrain, il doit se laisser tomber à la place, on va le voir dans la suite. Pour pouvoir escalader une surface, il faut vous mettre d'accord au préalable sur quelle surface peut être escaladée. Dès lors que vous êtes mis d'accord, une figurine qui est située à 1 pouce de ce décor peut commencer son ascension. Dans ce cas, vous mesurez la hauteur. Là, par exemple, nous avons un rond blanc et encore une petite partie là. Vous arrondissez toujours au rond blanc supérieur. Donc, dans ce cas du conteneur, nous avons un rond blanc et quelques, donc 2 ronds blancs pour pouvoir monter au-dessus sur ce conteneur. Ça me coûte donc 2 de mouvement pour me retrouver là-haut. Étant donné que c'est une Battle Sister qui bouge de 3, elle pourrait encore faire une action move pour se mettre ici. Si par exemple son action de mouvement ne lui permet pas d'escalader totalement un décor qui est trop haut, il peut tout de suite faire une action sprinter pour un point d'action en plus afin de se retrouver à l'endroit qu'il aurait souhaité. Pour se laisser tomber une cible, l'agent doit être à moins de 1 pouce de l'endroit où il veut sauter. Par contre, pour se laisser tomber, il faut au maximum que cette hauteur soit située à 6 pouces de la zone où il est à la zone où il veut atterrir. S'il n'a pas la règle vol, il ne peut pas atterrir sur une cible amie ou ennemie située en contrebas. Dans ce cas-là, il faudrait qu'elle se décale afin de sauter ensuite pour se retrouver là en bas si son mouvement lui permet. Si la hauteur est de 1 pouce, on ignore le fait que la figurine puisse se laisser tomber. Il est à noter que les figurines qui ont la règle vol ont un petit bonus non négligeable, c'est-à-dire qu'ils ignorent les distances verticales lorsqu'ils se déplacent par-dessus des éléments de terrain, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à escalader ou à traverser et peuvent se déplacer librement à travers des précipices comme avant au lieu de sauter. Et de plus, quand ils se laissent tomber, l'endroit envisagé peut être à n'importe quelle distance verticale et non pas à 6 pouces, et la distance verticale parcourue ne compte pas dans le total de distance dont ils se sont déplacés. Donc la règle vol permettra vraiment à toutes les figurines qui la possèdent de se balader librement dans la map à leur guise. Il est à noter que toutes les actions qu'on a décrites sont des actions de type universel, comme faire un mouvement normal, charger, tirer, combattre, etc. Et que cela diffère des actions de type unique, comme par exemple la capacité pour un Grey Knight de faire
un tir avec une attaque psychique, et qui est encore différente d'une action de type mission, où là, vous allez pouvoir utiliser des capacités que la mission vous dira pour tant et tant de points d'action. Et enfin, vous aurez les actions de type gratuite, qui elles ne coûteront pas de points d'action pour être réalisées. Par contre, vous ne pourrez pas réaliser 2 fois la même action durant vos tours. Par exemple, vous pouvez faire une action de sprint gratuit. Si derrière vous activez votre figurine ou autre, vous ne pourrez pas faire une action de sprint. Notez bien ça dans un coin de votre tête parce que vous ne pourrez pas doubler à part avec des stratagèmes spécifiques comme par exemple les Space Marines où vous aurez un stratagème qui permettra de tirer 2 fois durant ce tour. Si tu es encore présent au moment où je te parle, déjà bravo à toi, c'est que ton cerveau n'a pas fondu et n'est pas récupéré en bouillie à la paille, donc chapeau. Vous verrez, les premières parties seront un peu farfelues, la première, deuxième, le temps de mettre tout ça en place, mais la mécanique est simple, logique et rapide. Vous verrez, vous y prendrez très vite goût. Donc déjà, bravo à tout le monde de suivre tout cela. On vous fera une petite partie didactique vraiment dans le détail pour comprendre encore plus les petites subtilités de ce jeu, notamment les OP tactiques, les jeux narratifs, les jeux égaux, bref, tout ça vous pouvez le rajouter par la suite. Comme les appendices, je vous conseille vivement de garder cette fiche à portée où justement, dès que vous aurez la moindre question sur une règle, par exemple, hop, je veux savoir que fait une arme lourde ne peut pas charger, battre en retraite, faire un mouvement normal s'il tire. Point barre. Donc vraiment, au niveau des appendices, ne vous prenez pas la tête, gardez ce petit mémo à côté de vous. Pour vos parties, ça suffira amplement et ça vous permettra de rapidement trouver le but de cette règle en question sans avoir à feuilleter tout le livre de règles. Donc, encore une fois, bravo à vous d'avoir suivi le tuto jusqu'ici. On se retrouve très vite pour une suite de tout cet ensemble d'apprendre à jouer à cette nouvelle version de Kill Team. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On attend vos retours dans les commentaires et on vous dit comme d'habitude, à plus les Kill Teamers, bonne game, ciao ciao.